Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième chapitre consacré aux propriétés, applications et traitements des polymères. Dans le premier chapitre, nous avons vu ce qui est un polymère, comment il est structuré et pourquoi il a des propriétés uniques. Maintenant, on va y aller plus loin, on va voir comment ces matériaux réagissent mécaniquement et chimiquement, comment on peut modifier leur structure et surtout comment on les transforme pour les adapter aux applications industrielles. L'objectif ici, c'est vraiment de comprendre le lien entre la structure du polymère, ses propriétés et bien évidemment son utilisation. On va voir des concepts clés qui sont fondamentaux pour tout ingénieur ou scientifique travaillant avec ces matériaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici ce que vous allez apprendre dans ce chapitre. D'abord, on va y parler de la résistance chimique des polymères. Pourquoi certains polymères résistent aux solvants, aux acides ou aux bases, tandis que d'autres se dégradent rapidement. On va voir les facteurs qui influencent aussi cette résistance. Ensuite, on va s'intéresser au comportement mécanique des polymères. Contrairement aux métaux ou céramiques, les polymères, ils ont des comportements très variés lorsqu'on les déforme. On va voir trois grandes catégories de courbes contraintes déformation et comprendre ce qui se passe au niveau microscopique. Puis, on abordera les facteurs qui influencent la rigidité et la résistance des polymères, tout ce qui est poids moléculaire, la cristallinité, la prédéformation, le traitement thermique, etc. Tous ces éléments jouent un rôle clé dans les performances mécaniques d'un polymère et on va les analyser en détail. On parlera aussi des additifs, ces éléments qu'on ajoute aux polymères pour modifier leurs propriétés, que ce soit des plastifiants, des stabilisants, des agents anti-ultraviolets ou des charges. Chacun a un rôle bien précis et permet d'adapter le matériau à son usage. Enfin, on terminera par les techniques de fabrication, ou plutôt les procédés. Comment transforme-t-on un polymère en objet fini? On verra 5 procédés industriels majeurs, comme l'extrusion, le moulage par injection, ou encore le thermoformage. Avant de parler de la solubilité des polymères, rappelons un concept clé qui est la polarité. Vous avez déjà vu que l'électronégativité mesure la capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison. Quand la différence de cette électronégativité entre deux atomes est importante, les électrons sont fortement attirés par l'un des atomes créant une charge partielle. C'est ce qui se passe, par exemple, si je prends le cas de la molécule d'H2O, où l'oxygène il est plus électronégatif que l'hydrogène, et par conséquent, l'oxygène il va y attirer les électrons. Autrement, on peut bien dire que la molécule de l'eau est bien polaire. Dans un polymère, ça revient à la même chose. Si les chaînes contient des atomes très électronégatifs comme l'oxygène, l'azote ou le fluor, on aura ce qu'on appelle des groupes polaires capables d'interagir avec des solvants. Eux aussi, ils sont polaires. Et comme l'eau, par exemple, ou de l'alcool. Autrement, si on regarde au niveau de l'alcool, par exemple, vous avez aussi un groupement OH, donc de l'oxygène, et du coup, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, et même le carbone, et du coup, il va y attirer le degré électronique. Et à l'inverse, en fait, si les polymères est composé principalement de carbone et de l'hydrogène, bah, généralement c'est le cas des alkyles, sans grosse différence d'électronégativité, et sera apolaire, c'est le cas par exemple de polyéthylène où vous avez que du carbone et de l'hydrogène, et ce type de polymère, il est donc insoluble dans l'eau ou tout solvant polaire, mais peut être dissous de solvants apolaires, par exemple le benzène, qui est bien un solvant avec, comme je l'ai dit, comme on dit non polaire, veut bien dire que j'ai que euh, des atomes hydrogène-carbone. Mais en fait, la polarité n'est pas le seul facteur qui influençant la solubilité.
Il faut aussi prendre en compte tout ce qui est poids moléculaire, comme on a vu dans le précédent chapitre. En fait, plus les chaînes sont longs, plus ils s'assimilent, et plus cette dissolution elle devient difficile. On devait prendre aussi tout ce qui est de degré de réticulation. Autrement, si on prend le cas par exemple d'un d'un thermodurcissable ou un élastomère il est partiellement réticulé alors qu'un thermodurcissable par exemple il est fortement réticulé. Et en fait, on peut bien dire que si le polymère, si on a autant de réticulation, donc qui dit réticulation, on peut bien dire qu'on aura des liaisons covalentes entre les chaînes. Et ces chaînes-là, elles sont liées de manière permanente. Donc, comme on a dit, c'est des liaisons fortes et le matériau il devient pratiquement insoluble. Enfin, il ne faut pas oublier que la résistance chimique dépend aussi des conditions extérieures, comme le type d'agent chimique utilisé, le solvant, la durée d'exposition et bien évidemment tout ce qui est température. Par exemple, un polymère qui résiste bien à température ambiante peut devenir vulnérable à des températures plus élevées. On vient de voir que la structure chimique joue un rôle clé dans la résistance chimique, mais ce n'est pas seulement la composition chimique qui compte, mais aussi la structure moléculaire qui a un impact énorme sur la résistance chimique. Si je prends le cas de polyéthylène, un des polymères les plus utilisés, il existe trois formes. On parle bien de polyéthylène haute densité, qui est une structure linéaire avec peu de ramifications. On parle aussi de tout ce qui est polyéthylène basse densité qui possède, on peut bien voir la chaîne principale avec de longues ramifications. Et on peut bien voir aussi qu'il y a des polyéthylènes linéaires basse densité. Et dans ce cas-là, on a des ramifications qui sont très courtes. Une grande chaîne principale et des petites ramifications de carbone-hydrogène. Pourquoi c'est important? Parce que le taux de solubilité d'un polymère change en fonction de sa structure. On a vu dans le chapitre précédent que plus on a des ramifications, plus on a une densité qui est faible, et du coup on aura moins d'espace vide entre les chaînes d'un polymère. Et si je prends le cas par exemple, de LLDPE, en fait, le polyéthylène linéaire basse densité, les courtes ramifications laissent plus d'espace entre les chaînes, donc les molécules de solvant peuvent pénétrer plus facilement, et le résultat, le polymère est plus soluble. Si je prends le cas de polyéthylène à basse densité, donc le LDPE, les longues ramifications s'entrelacent et créent une sorte de barrière qui limite la pénétration de solvant. Il est donc moins soluble que le LLDPE. Et enfin, dans le HDPE, le polyéthylène à haute densité, les chaînes sont bien alignées et bien très denses, ce qui rend la pénétration des solvants encore plus difficile. Et en fait, c'est la forme la plus résistante aux solvants parmi les trois. Après avoir vu la solubilité des polymères, on va maintenant parler de leur réactivité chimique, c'est-à-dire leur capacité à réagir avec d'autres substances et à se dégrader dans certaines conditions. Un polymère peut être plus ou moins réactif selon les groupements fonctionnels, les groupes fonctionnels. Et du coup, lorsqu'on parle de groupe fonctionnel, c'est bien tout ce qui est est-ce que j'ai une fonction acide, est-ce que j'ai une fonction amide, est-ce que j'ai une fonction alcool, etc. Et on va y voir quelques exemples. Si je prends le cas par exemple des polyamides, donc un polyamide veut bien dire que j'ai une fonction amide, c'est ce que vous avez ici, et le cas par exemple du polyester, et plutôt des polyesters que vous avez ici.
Ces deux polymères, bah, si je prends le cas de polyamide, il a une fonction amide comme je l'ai dit, et un ester, bah, évidemment une fonction ester, un COR. Et ces deux polymères peuvent être hydrolysés en présence de l'eau, surtout dans un milieu acide ou dans un milieu basique. C'est pourquoi en fait certains plastiques comme le polyéthylène terephthalate qu'on trouve dans les bouteilles d'eau peuvent se dégrader plus facilement dans certaines conditions. Si on prend un deuxième exemple, c'est bien le caoutchouc qui contient des doubles liaisons carbone-carbone. Et ces liaisons sont particulièrement sensibles à la fois à l'oxygène et à l'ozone, ce qui peut entraîner en fait leur vieillissement et leur durcissement avec le temps. À l'inverse, si on prend le cas de Teflon qui est pratiquement inerte, pourquoi? Parce que sa structure est constituée de liaisons carbone-fluor qui sont extrêmement stables et qui sont difficiles à casser. Donc on a dit que bah, le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif dans le tableau périodique, et du coup on peut bien parler d'une polarité locale entre le carbone et le fluor, mais en fait si je prends toute la molécule, il est globalement apolaire. Donc ce qui empêche la plupart des réactions chimiques. Autrement, vous avez une molécule qui est global, bah, au niveau local, vous avez une polarité. Donc, qui dit une polarité veut bien dire qu'il peut réagir avec les matériaux, ou plutôt des solvants qui sont plutôt des matériaux qui sont polaires. Mais aussi, vous avez aussi une apolarité au niveau de la liaison. Donc, en fait, à la fois, il ne peut se dégrader ni en présence d'une molécule polaire, ni en présence d'une molécule apolaire. Pour résumer, plus un polymère contient des groupes réactifs, comme des esters, des amides de double liaison, plus il risque d'être attaqué chimiquement. À l'inverse, si sa structure est stable et inerte, comme par exemple le téflon, il sera très résistant aux agressions chimiques. Cette résistance chimique est un critère essentiel lorsqu'on choisit un matériau pour une application bien spécifique. Si on prend le cas de tuyaux par exemple de téflon, ils sont très utilisés dans l'industrie chimique car ils résistent à presque tous les solvants et acides. Maintenant qu'on a vu la réactivité chimique, on va s'intéresser à un phénomène fondamental qui influence aussi la résistance chimique des solvants, plutôt des polymères. C'est bien la diffusion du solvant à travers la structure du polymère. Et comment ça se passe exactement? Bah, si je prends, vous savez, un polymère, si je prends un polymère qui est semi-cristallin, un polymère semi-cristallin, comme on a expliqué dans le premier chapitre, c'est que vous avez des zones qui sont amorphes, qui sont désorganisées, et bien des zones aussi cristallines qui sont bien ordonnées. Et dans les régions amorphes, les chaînes, en fait, si vous regardez ici, les chaînes, elles sont plus espacées, ce qui laisse des trous où le solvant peut s'infiltrer facilement. Une fois à l'intérieur, ces molécules de solvant agissent sur les liaisons entre les chaînes et ils peuvent provoquer un gonflement, une déformation, voire même une rupture du matériau. Par contre, si on prend le cas dans les zones cristallines, les chaînes elles sont bien alignées et compactes, ce qui empêche le solvant de pénétrer et de circuler librement. C'est pour cette raison que les polymères semi-cristallins résistent généralement mieux au solvant que les polymères complètement amorphes. Prenons l'exemple d'un polymère exposé par exemple à l'huile, la graisse ou un solvant organique de toute façon, c'est un exemple. Si le polymère il est très amorphe, les solvants vont facilement diffuser et affaiblir les liaisons, ce qui peut entraîner un ramollissement, même une dégradation rapide. En revanche, si le polymère est semi-cristallin, il sera beaucoup plus résistant car la diffusion du solvant sera limitée aux zones amorphes. Donc en résumé, plus un polymère est cristallin, plus il résiste au solvant, et du coup c'est un paramètre clé lorsqu'on conçoit des matériaux pour des environnements qui sont des environnements chimiques exigeants. Passons maintenant à notre aspect
très important des polymères, c'est bien leur comportement thermique. C'est sur le graphique, nous pouvons observer la variation du volume spécifique en fonction de la température pour trois types de polymères. Nous avons le verre, c'est le cas des thermodurcissables, un polymère semi-cristallin et un polymère cristallin. Donc si on regarde par exemple pour le verre, on a un seul changement de, de comportement, donc c'est bien ce qu'on appelle ici la température de transition vitreuse, et du coup on garde bien quand même à la fin, bah, même en augmentant, en dépassant certaines limites de température, en fait on reste toujours sur un matériau qui est bien caoutchouteux, qui garde aussi un volume. Si on prend le cas d'un matériau semi-cristallin, il aura deux transitions. Il aura à la fois la transition qui a subi un thermodurcissable ou un verre, et aussi on va y perdre totalement à une certaine température ce volume. Autrement, on va y passer d'un solide caoutchouteux vers un liquide. Si je prends le cas d'un matériau totalement 100% cristallin, ben on aura en fait, on n'aura plus la transition vitreuse, mais on aura la fusion. Donc, c'est le moment, la température à laquelle le matériau il passe de l'état solide vers l'état caoutchouteux. Alors, en fait, cette variation, il va nous aider à mieux comprendre deux concepts. C'est ce qu'on appelle la transition vitreuse, la température de transition vitreuse et la température de fusion. Et pour expliquer plus, en fait, la température de fusion, c'est la température à laquelle un polymère cristallin, j'insiste sur ça, c'est un polymère cristallin qui passe d'un état ordonné à un état désordonné. Et cela se produit quand les chaînes de polymères se séparent pour devenir plus fluides. En général, plus un polymère est cristallin, plus sa température de fusion sera élevée. C'est presque la même chose que pour tout ce qui est en relation avec la résistance chimique. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, des facteurs, par exemple, comme le poids moléculaire ou la présence du groupe moléculaire, ils peuvent aussi faire augmenter ces températures. D'un autre côté, la température de transition vitreuse, c'est bien la température à laquelle un polymère amorphe, par exemple les polymères non cristallins, passe d'un état rigide à un état plus souple ou bien un état caoutchouteux. Ces transitions se produisent parce que les chaînes polymères commencent à se déplacer plus librement à des températures plus élevées, comme par exemple, comme pour par exemple la température de fusion, la TG, il augmente aussi avec le poids moléculaire et la présence de groupes polaires. Autrement, un thermoplastique, il aura à la fois la transition vitreuse et la fusion qui varient en fonction de la structure. Pour ce type de polymère, les chaînes peuvent glisser les unes sur les autres, ce qui leur permet de fondre et de se reformer à température élevée. C'est pour ça qu'on parle des questions de recyclabilité. Mais si je prends le cas d'un thermodurcissable, par exemple de l'époxy, il ne présentera pas de température de fusion de la même manière. En fait, on part toujours pour les thermodurcissables, c'est toujours le cas de l'époxy, où on aura un mélange euh, époxy avec un durcisseur. Une fois qu'on a cette réaction de réticulation, on aura des chaînes qui sont interconnectées par des ponts chimiques. C'est ce qu'on a vu, et cela rend le polymère rigide à toutes les températures, donc il n'a pas de température de fusion, car il ne peut plus se ramoyer ou se reconfigurer. C'est une différence fondamentale entre ces deux familles de matériaux. Ainsi, bah, à partir de ces deux températures, la température de fusion et de transition vitreuse, on peut mieux comprendre comment un polymère réagira à la chaleur et dans quelle gamme de température il pourra être utilisé de manière efficace. En lien avec ce que nous venons de voir, l'impact de la température sur le comportement des polymères est aussi crucial au niveau de leur comportement mécanique. C'est ici aussi qu'on voit un aspect fondamental des matériaux, leur réponse se contrainte. En fait, si on prend le cas de PMMA, c'est un polymère très connu. En augmentant, on voit ici la variation de la contrainte en fonction de la déformation à différentes températures. En fait, en augmentant la température, on aura plusieurs phénomènes qui se produisent
dans le matériau. D'abord, si on prend le cas du module du Young, bah, le module du Young, c'est bien la pente dans la zone élastique. Et bien sûr, ici, en regardant ça, on peut bien voir que cette pente elle diminue, et on peut bien dire que le module d'élasticité diminue en augmentant la température. Vous passez d'un matériau qui est rigide, vitreux, et vers un matériau plutôt caoutchouteux, avec un comportement, une déformation plastique très importante. À titre d'information et un petit rappel, le module d'élasticité nous indique la rigidité du matériau, c'est-à-dire sa capacité à résister à la déformation sous une charge extérieure. Et lorsque la température augmente, les chaînes du polymère se déplacent plus librement, ce qui les rend moins rigides de cette baisse de température. On va voir ça en détail dans les prochains slides, on va explorer le comportement mécanique de différents types de polymères. Ensuite, on a aussi la résistance à la traction, et du coup la résistance à la traction par définition aussi, c'est la résistance maximale. Et du coup, si je prends par exemple à 50 degrés, c'est bien cette résistance-là. Et cela signifie que le polymère sera moins capable de résister à une force de tension avant de se déformer ou bien d'avoir une rupture. Donc à température plus élevée, les chaînes se déplacent plus facilement, ce qui les rend moins résistantes à la rupture. En revanche, cette augmentation de la température favorise l'augmentation de la ductilité. Lorsqu'on parle de la ductilité, c'est surtout la déformation à la rupture. Du coup, on voit bien que plus on augmente la température, plus le matériau devient plastique, donc caoutchouteux, comme on a expliqué, et par conséquent, vous aurez un matériau qui devient plus souple et plus capable de se déformer sans se casser. Et cette ductilité, il accrue peut-être un avantage dans certaines applications où la flexibilité et l'élasticité sont recherchées. Cela se lie directement aux températures de transition vitreuse et de fusion dont nous avons parlé précédemment. Quand un polymère passe à l'état solide, plutôt de l'état solide à un état plus caoutchouteux, bien au-dessus de la température de transition vitreuse, il devient plus flexible, ce qui se traduit par une meilleure ductilité, mais une moins bonne résistance mécanique. Maintenant que nous avons vu les effets de la température sur la résistance et la ductilité des polymères, intéressons-nous à leur comportement mécanique dans des conditions de déformation. Vous pouvez voir sur la courbe à côté les différents comportements des polymères sur une contrainte. Un matériau plutôt fragile, c'est le cas généralement des thermodurcissables, c'est le comportement d'un verre. Vous avez aussi un comportement plastique, c'est le cas surtout des thermoplastiques, et aussi le comportement d'un élastomère. On va aborder dans les prochains slides ce qui arrive au niveau des chaînes polymériques, mais ici surtout on va s'intéresser surtout à l'effet de tout ce qui est force d'attraction intermoléculaire et pourquoi un tel comportement déjà. Donc pourquoi on fait un comportement fragile pour tout ce qui est thermodurcissable et aussi pourquoi par exemple un comportement plastique pour tout ce qui est thermoplastique. Alors, en parlant des forces de traction intermoléculaire, veut bien dire en fait les forces entre les différentes chaînes formant un polymère. Et plus ces forces sont fortes, plus le matériau il sera résistant. C'est là qu'il intervient les structures du polymère. En fait, lorsqu'on a parlé d'un polymère du thermodurcissable au niveau de structure, on a dit que c'est un polymère qui est sous forme de réseau, un polymère qui est fortement réticulé, donc des liaisons peu covalentes. Du coup, on peut bien dire aussi qu'un thermodurcissable, c'est bien sous forme d'une seule chaîne. Donc, et du coup, un grand réseau. Et du coup, on aura des forces intermoléculaires qui sont plus fortes qu'un polymère, par exemple linéaire. On aura des liaisons covalentes dans la chaîne, mais des liaisons de Van der Waals entre les chaînes. Donc, c'est comme on a expliqué pour les thermoplastiques. Et du coup, on peut bien dire que l'ordre d'attraction est donc le suivant. Vous avez des forces d'attraction les plus hautes au niveau du réseau et des forces d'attraction plus faibles au niveau des chaînes linéaires. Mais en fait, on pose la question à ce niveau, pourquoi cet ordre? Simplement parce que
comme je l'ai dit, les polymères avec des groupes volumineux ou polaires. Donc on a dit qu'un thermodurcissable finalement, ça peut se présenter sous forme d'une seule chaîne. Pourtant, pour les thermoplastiques, vous aurez beaucoup de chaînes. Donc ils sont, en fait, c'est comme des spaghettis. Et ces groupes volumineux, ou bien la présence des fonctions polaires, ils renforcent la force d'attraction intermoléculaire. Et les groupes polaires vont encore augmenter cette force d'attraction, rendant le polymère plus résistant et moins susceptible à des déformations. En revanche, si l'on prend le cas des polymères amorphes, donc il est moins ordonné au niveau moléculaire, ils tendent à être plus élastiques que les polymères, par exemple cristallins, qui eux sont plus rigides et moins capables de se déformer sous contrainte. En parlant de déformation, abordons maintenant le phénomène de déformation viscoélastique. Imaginez deux balles, une balle de tennis et une balle de caoutchouc. Si nous lançons ces deux balles depuis la même hauteur, la balle de caoutchouc va rebondir et revenir à sa position initiale, récupérant rapidement son énergie. En revanche, la balle de tennis va absorber une partie de l'énergie cinétique au moment de l'impact et ne reviendra pas complètement à sa position initiale. Il se déforme et il perd une partie de son énergie. Et c'est ce qu'on appelle plutôt une déformation visque-élastique. Cela se reflète aussi dans le courbe que nous voyons à droite. Si vous appliquez, donc c'est le cas de la figure 1, pardon, si vous appliquez une charge constante à un matériau, c'est la charge qu'on applique en fonction de temps. Un solide, donc c'est le cas de la figure B, un solide comme par exemple un verre, suivra une déformation linéaire conforme à la loi de Hooke. Et tandis que, par exemple, si vous avez un liquide visqueux, donc c'est le cas du miel par exemple, c'est la figure D, vous aurez votre miel qui se déforme lentement et de manière progressive. Et si on prend le cas d'un matériau viscoélastique, vous aurez une déformation initialement élastique, donc comme un solide, et en plus, vous aurez après un certain temps et aussi une déformation visqueuse, élastique, plutôt visqueuse, comme un liquide. Donc on aura les deux comportements. Et du coup aussi le comportement des polymères, il dépend fortement de la température qu'on a vue. À des basses températures, elles se comportent de manière élastique suivant la loi de Hooke, comme un solide rigide, et à des températures plus élevées, elles se comportent davantage comme des liquides visqueux, se déformant de manière plus lente et fluide. Et à des températures intermédiaires, les polymères ils adoptent un comportement caoutchouteux avec un comportement à la fois élastique et visqueux. C'est ce qu'on appelle la viscoélasticité. Et cela nous aide surtout à mieux comprendre comment les polymères peuvent être utilisés dans des applications où leur capacité à se déformer de manière irréversible et réversible joue un rôle très important. Pour résumer ce qui a été dit sur la déformation viscoélastique et tout ce qui est fait de la température, variation surtout des propriétés mécaniques en fonction de la température, on vous donne ici la variation du module d'élasticité ou bien de la rigidité du matériau en fonction de la température, et nous prenons le cas d'un thermoplastique non réticulé. Autrement, c'est bien un matériau semi-cristallin qui présente à la fois des zones amorphes et des zones cristallines. Alors au début, à des faibles températures, à une température inférieure à la température de transition vitreuse, on aura un matériau qui est solide, vitreux, un matériau qui a le comportement d'un verre par exemple, c'est le cas des thermodurcissables généralement, et en augmentant cette température, on va passer d'un état viscoélastique où on aura à la fois le comportement plutôt c'est un état de passage, on aura le comportement d'un élastique qui se comporte comme un solide et aussi le comportement visqueux d'un liquide. Et on a dit que la transition vitreuse, c'est bien le passage de l'état vitreux vers l'état caoutchouteux.
Et en arrivant à une certaine température, donc et aussi on a dit que là, au niveau de la transition vitreuse, c'est plutôt les zones amorphes qui sont concernées par cette transition. Alors qu'au niveau de la température de fusion, on aura les zones cristallines de votre matériau qui vont passer de l'état caoutchouteux, plutôt de l'état d'un solide caoutchouteux vers l'état d'un liquide visqueux. Donc en fait, c'est les ondes cristallines qui sont concernées. Prenons l'exemple du polystyrène, et si je prends l'état du polystyrène cristallin, c'est bien évidemment ce qui montre la courbe A, bah on aura les deux transitions. On aura à la fois la transition vitreuse, mais on aura aussi la fusion. On peut bien dire à ce stade que le polystyrène isotactique, il est bien en fait, il est bien plutôt semi-cristallin. On aura les deux transitions de toute façon. Mais en fait, la transition vitreuse, il est moins exprimée. Donc en fait, d'où on parle que au niveau des thermocristallins, parfois, même un matériau 100% cristallin, on a une transition vitreuse quand parfois on n'arrive pas à le voir. Et si on prend un matériau, plutôt le polystyrène qui est amorphe, on a bien une transition vitreuse qui est bien exprimée, donc qui explique un polymère amorphe, les zones qui abordent tout ce qui est structure désordonnée au niveau de ce polymère. Et nous avons également la fusion de ce polymère, parce que finalement une polystyrène amorphe veut bien dire que c'est un matériau qui est bien désordonné, que sous forme de spaghetti, mais ça ne veut pas dire que nous avons bien des réticulations. Ce n'est pas vraiment un réseau, mais c'est surtout des interactions de Van der Waals entre les chaînes, comme on avait déjà expliqué. Et si on prend le cas d'une polystyrène légèrement réticulée, donc on a des réticulations, par exemple on a fait de la vulcanisation ou autre chose, donc on a en fait créé des liaisons fortes entre les chaînes, quelques liaisons fortes finalement parce que c'est juste une réticulation partielle, et du coup on n'aura que la transition vitreuse et on n'aura pas la température de fusion, et ça c'est tout à fait normal. On a commencé à créer un petit réseau, et au niveau de ce réseau-là, comme on a expliqué, on a une stabilité et des liaisons fortes, des chaînes qu'on ne peut pas vraiment casser, même en augmentant des températures, en dépassant la température de fusion. On peut bien aussi voir qu'un matériau cristallin, il a une température plutôt de fusion plus importante que la température, plutôt qu'un matériau amorphe, et ça c'est tout à fait normal, parce que finalement, la température de fusion, comme on a vu, il est bien proportionnel au degré de cristallinité du matériau. Alors, on va aborder le comportement mécanique de chaque type de matériau. On va commencer par les thermourgissables, comme on a dit, c'est un réseau réticulé qui est bien fragile et qui présente le comportement plutôt d'un verre. Et en ce qui concerne la fracture de ces polymères, c'est un aspect très important à comprendre, surtout en relation avec leur structure. Si on prend le cas des époxys par exemple, les phénoliques, qui sont 10 matériaux avec un réseau moléculaire fortement réticulé, cela signifie que les chaînes polymères sont liées entre elles par des liaisons covalentes qui forment un réseau tridimensionnel. Et le mode de rupture c'est normal, il est fragile, ce qui signifie qu'il ne se déforme pas beaucoup avant de se casser. Vous avez un réseau qui est bien bloqué, et du coup on ne peut pas vraiment le déformer. Et lorsqu'une contrainte est appliquée à ces matériaux, on aura des fissures qui commencent à se former. Généralement dans les zones où les concentrations, on aura les concentrations de contrainte, comme près d'images ou des irrégularités, surtout de surface. Et une fois qu'on a une fissure qui se forme, ben, la concentration de contrainte au niveau des extrémités de la fissure, elle amplifie encore la déformation locale. Et cela, il entraîne une propagation de fissures qui se propague rapidement à travers le matériau jusqu'à ce qu'il se rompe complètement. Et dans ce processus, les liaisons covalentes qui maintiennent le réseau réticulé, ils sont rompus, ce qui rend la rupture définitive et irrémédiable. Et du coup, au niveau du matériau, on voit bien qu'on a juste
une zone élastique et on n'a pas vraiment de déformation plastique. Si on prend le cas des matériaux plutôt, on va prendre le cas on va un petit peu expliquer ce qui arrive au niveau de la structure. Si je prends le cas au départ, comme on a dit, on a un matériau qui est réticulé, et donc vous avez des chaînes covalentes au niveau de votre matériau, et vous aurez des réticulations au niveau aussi entre les chaînes. Et au départ, c'est exactement votre matériau. Vous avez un réseau de matériaux. Et à la fin, avant la rupture, vous avez en fait, vous êtes en train d'augmenter, de déformer les liaisons entre les chaînes. On va y garder encore ce réseau jusqu'à vraiment casser ces liaisons. Alors, on n'aura pas vraiment de glissement, on n'aura pas de déformation plastique. Autrement, le matériau il continue à résister jusqu'à un instant où on atteint la résistance maximale, on peut dire ça, des liaisons, et du coup, il se casse. C'est pour ça que vous avez une rupture fragile. Si je prends le cas, par exemple, d'un réseau polyméro-réseau, c'est un petit peu la même chose. Donc là, on avait expliqué une réticulation partielle. Ça revient à la même chose. Donc vous avez un réseau de D où vous n'avez que de liaisons covalentes. Vous allez déformer un petit peu le réseau, mais vous n'allez pas vraiment avoir un glissement parce que finalement, comme on a dit, un réseau réticulé se comporte comme une seule molécule avec des liaisons fortes partout. Et du coup, il va se comporter de la même manière. Contrairement aux thermodurcissables, les thermoplastiques, ils peuvent présenter à la fois des modes ductiles et fragiles de rupture, et une transition entre les deux est tout à fait possible. Et cela dépend principalement des conditions d'application et de la température, mais aussi de la structure du matériau. Les facteurs favorisant en fait la rupture fragile des thermoplastiques, c'est une basse température. Donc on a dit qu'au niveau par exemple, à des basses températures, on a un matériau qui est plutôt vitreux, donc il y aura plutôt un comportement d'un thermodurcissable. Et du coup, on aura que ce soit une température, comme je dis, une température faible, on aura aussi une vitesse de déformation élevée, ou bien la présence d'un encoche qui localise la contrainte. Et aussi, on a des épaisseurs d'éprouvettes qui sont plus grandes. En effet, une éprouvette plus épaisse favorise la concentration des contraintes et peut entraîner une rupture fragile. Une modification en structure, comme par exemple l'augmentation de température de transition vitreuse, elle peut également rendre le polymère plus fragile car cela limite la mobilité des chaînes du polymère. On va voir ça normalement dans le prochain slide. Et lorsqu'une température est inférieure à la température de transition vitreuse, tout ça on l'a déjà dit, les thermoplastiques se comportent comme un matériau vitreux, ils sont donc fragiles. Cependant, lorsque ces températures augmentent au-dessus de la TG, les thermoplastiques deviennent plus ductiles, ce qui leur permet de se déformer plastiquement avant de se rompre. Et un écrouissage plastique, il intervient, comme on a vu pour les matériaux métalliques. En d'autres termes, sous des conditions appropriées, un thermoplastique peut se déformer de manière significative à de casser, ce qui augmente sa résistance. Et c'est des notions dont on avait déjà parlé, mais ça nous permet aussi de les aborder en plus. Mais on pose la question, ce qui arrive au niveau de la microstructure. Si je prends un matériau qui est semi-cristallin, qui présente à la fois des zones thermoplastiques et des zones qui sont plutôt des zones cristallines et des zones amorphes, vous avez votre matériau, on observe plutôt les deux régions. Vous avez une région amorphe qui est désordonnée, vous avez une région cristalline qui en elle, il est bien organisé. Et donc, lorsque vous appliquez, vous arrivez à la limite d'élasticité de votre matériau, ce qui arrive, c'est que vous aurez l'allongement surtout de chaînes de la zone amorphe, donc on aura un alignement et plutôt on essaye d'organiser en fait une organisation, une nouvelle organisation de votre matériau. Une fois qu'on dépasse la zone d'élasticité, en arrivant à la résistance maximale à l'attraction, vous aurez des zones qui sont bien alignées. Et ici, là, on va commencer en fait la déformation, c'est la différence entre les deux. Parce que finalement, comme les interactions entre les chaînes sont très faibles, finalement, c'est des interactions de Van der Waals, des liaisons hydrogènes ou des liaisons faibles, et du coup, on aura un glissement de ces chaînes. Autrement, les chaînes elles vont glisser l'une sur les autres, et c'est ce qui explique en fait la déformation plastique au niveau du matériau. Cette déformation plastique qui est caractérisée sur tout ce qui est plastique, tu vois, tout ce qui est matériaux thermoplastiques.
Et tant que ces chaînes, bah, en fait, les chaînes elles vont glisser l'une sur les autres jusqu'à arriver à une rupture qui est ductile. En fait, c'est le contraire des thermodurcissables. On n'a pas vraiment c'est une rupture ductile, mais surtout, on n'a pas de déformation plastique, mais surtout qu'une déformation élastique et un comportement qui est fragile. Ça explique un petit peu la différence entre les deux et pourquoi l'un se comporte différemment par rapport à l'autre. Si on prend par exemple les élastomères, et pour les élastomères, c'est aussi totalement différent, parce que les élastomères, les caoutchoucs en général, déjà, c'est une déformation non linéaire, donc on n'aura pas, ils vont pas suivre la loi de Hooke, et au départ, vous aurez votre chaîne qui sont amorphes. Ben, on a dit que pour tout ce qui est élastomère, c'est en fait des chaînes qui sont faiblement réticulées, donc on aura des réticulations partielles, des blocages des chaînes qui sont partiels, et ces blocages de chaînes, ça nous permet d'avoir une déformation qui est surtout réversible. Autrement, vous aurez les chaînes plus hautes, en fait, vous aurez glissement des chaînes, et les liaisons créées entre les chaînes, ils vont permettre d'avoir une déformation élastique très importante. Et finalement, on peut aussi atteindre de la rupture si on continue à déformer ces matériaux, c'est finalement le cas des élastiques, mais en fait, avec ces matériaux, on peut bien atteindre des déformations qui sont très importantes, comme on a abordé dans le premier chapitre, qui peuvent y arriver à 100% de déformation grâce en fait à ces réticulations partielles qui favorisent la déformation élastique du matériau. Tout ce que vous avez ici, c'est vraiment une déformation élastique et non pas vraiment une déformation plastique. Et comme pour tout ce qui est matériaux métalliques, on peut bien améliorer, modifier tout ce qui est propriété des matériaux, et c'est presque les mêmes principes. L'une des choses qu'on peut bien faire, c'est une pré-déformation, et c'est déjà aussi un processus qu'on fait au niveau industriel. Et c'est le fait d'étirer vos matériaux polymères. C'est le cas par exemple d'un procédé d'extrusion. Supposons que vous partiez d'un matériau par exemple qui n'est pas aligné, vous avez des chaînes qui sont amorphes, orientées dans les différents sens. Et lorsqu'on fait de l'extrusion, ça ne permet d'orienter ces chaînes. Autrement, on va y réduire plutôt la section. C'est un petit peu le principe, c'est comme le principe de l'écrouissage. Donc on va y réduire la section, mais plutôt ça va permettre aussi de jouer sur la structure, et du coup on passe d'un matériau qui est amorphe vers un matériau plutôt qui est bien avec des chaînes qui sont bien orientées et bien ordonnées. Et si on fait ça, ça nous permet déjà d'améliorer tout ce qui est module d'élasticité, c'est le module de rigidité du matériau, surtout dans la transverse. Ça nous permet aussi d'améliorer tout ce qui est résistance à la traction dans le sens d'étirement, sachant que c'est quelque chose qu'il faut signaler ici, c'est que vous gagnez en termes de propriété dans le sens d'étirement, c'est comme par exemple ça représente un petit peu le cas des matériaux composites, mais vous perdez dans les propriétés dans l'autre sens, parce que finalement, si par exemple je difforme ce matériau dans les deux sens, bah, j'aurai presque les mêmes propriétés, parce que mon matériau là, il est désordonné, donc il va se comporter presque de la même manière. Pourtant, si j'applique une force ou bien une déformation sur le matériau, automatiquement si j'applique une force d'étirage, bah, ce serait plus compliqué d'avoir une rupture dans ce sens que dans le sens inverse. Donc en fait là vous serez sous forme de traction plutôt du fibre, des chaînes, mais dans l'autre sens vous aurez des forces de flexion et c'est tout à fait normal. Et une flexion elle est moins importante que au niveau de la résistance du matériau qu'une force plutôt de traction. Et comme pour l'écrouissage, ça permet aussi de diminuer la ductilité de votre matériau, donc vous aurez aussi une déformation à la rupture qui est trop faible. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche comme propriété. Ce que l'idée, c'est si on cherche des propriétés mécaniques qui sont trop élevées, la résistance surtout, on peut bien faire ça. Pourtant, si on cherche la déformation qui doit être un petit peu importante, bah, c'est un processus à ne pas faire. Et on peut bien aussi annuler euh, l'effet de l'étirage, donc en fait l'écrouissage, et en faisant du recuit. Et ce recuit, ça va nous permettre, donc un traitement thermique,
ça va nous permettre d'inverser les effets de l'étirage. En gros, de revenir à zéro et avoir un matériau qui est amorphe et du coup de diminuer de tout ce qui est alignement des chaînes. Passons maintenant à tout ce qui est mise en forme du polymère, de la mise en œuvre, et donc comment en fait on peut bien fabriquer des pièces en se basant plutôt de tout ce qui est procédé de fabrication. Et en parlant de ça, il faut se dire en ce moment que tout ce qu'on a vu au niveau des réactions au premier chapitre, c'est applicable. Autrement, euh, on va créer des macromolécules à partir de monomères, en se basant que ça soit par la polyaddition ou par la polycondensation. Et je vous invite à consulter le premier chapitre. Et ensuite, comme on a dit aussi en définissant les plastiques, c'est toute une formulation. Donc on aura bien sûr tout ce qui est polymère brut qui vient de l'industrie pétrolière, mais aussi on aura aussi des additifs qui vont y améliorer ou modifier les propriétés du polymère. Donc c'est quelque chose qu'on va y faire. Et aussi, bah, une fois qu'on a notre pièce, bah, on va faire du façonnage avec la forme désirée lors d'une opération de mise en forme. Je commence par tout ce qui est additif, et lorsqu'on parle généralement des additifs, on peut parler des charges, et on peut bien définir ici la notion du composite, et pour un composite, c'est bien un mélange de deux matériaux de nature différente. Autrement, on va y renforcer la matrice polymérique avec des fibres qui présentent des propriétés différentes vis-à-vis du polymère, de telle façon à lui donner, en profiter de ses propriétés. Autrement, par exemple, si je veux bien améliorer par exemple les propriétés mécaniques, bah, je peux bien renforcer ma résine, mon polymère, bah, par des fibres par exemple de carbone ou de verre, et ça me permet d'augmenter la rigidité et la résistance à l'attraction. Par contre, je perds aussi en termes de ductilité. Donc il y a quand même il y a un compromis entre les propriétés. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on cherche exactement et comment je peux bien arriver à avoir plutôt le matériau avec les propriétés souhaitées. Alors, au niveau du renfort de charge, je peux bien avoir des particules comme je peux bien avoir des fibres continues ou discontinues. Donc c'est en fait chaque type de fibre, il me permet d'avoir une certaine propriété. Si je prends par exemple des particules, des fibres, automatiquement une matrice renforcée par des fibres présentera des propriétés surtout importantes au niveau de la direction des fibres vis-à-vis des matrices renforcées par des particules. Et aussi si on a, si je compare des fibres continues et discontinues, c'est la même chose. Alors, je peux bien aussi avoir du fibres avec des tissus, il existe autant de différents types de charges que je peux bien incorporer au niveau de ma matrice et en fonction en fait du besoin recherché au niveau surtout des propriétés mécaniques. On peut bien avoir aussi tout ce qui est plastifiant, c'est ce qu'on trouve au niveau par exemple de PVC, du polyvinyl chloride. Et comme vous le savez, au niveau du PVC, on a bien un atome de chlore. Et au niveau de cet atome, c'est bien un atome qui est électronégatif. Et du coup, on a une certaine polarité au niveau des chaînes. Donc vous avez des chaînes qui sont en parallèle et vous aurez beaucoup d'interactions entre les deux chaînes, des liaisons d'hydrogène, ce qui bien, veut bien dire que vous avez beaucoup de forces d'attraction entre les chaînes. Qui est des forces d'attraction entre les chaînes, veut bien dire que votre matériau il serait surtout très rigide. Et l'objectif d'un plastifiant, c'est de minimiser ces forces d'attraction, ce que vous pouvez voir ici. Et si on minimise ces forces d'attraction, ça nous permet de réduire surtout la température de transition vitreuse en dessous de la température ambiante. Et du coup, on va y passer plutôt d'un matériau qui est fragile vers un matériau qui est ductile. Et qui dit ça, dit bien qu'on va y dire réduire aussi, bah, on parle d'un matériau fragile, donc il a une certaine rigidité, donc on va y réduire tout ce qui est module de Young. Et si on n'ajoute pas ce plastifiant qu'on a dit, bah, on aura un matériau cassant, c'est le comportement d'un matériau fragile, de l'intérêt pour certains matériaux d'ajouter des plastifiants. À noter que au niveau
dit normes, il y a quand même une limite à ne pas dépasser pour les plastifiants, parce que finalement, ce genre de plastifiants, ils sont super toxiques. Et du coup, quand même, il y a quand même des normes, des exigences à suivre. On peut bien voir aussi d'autres additifs, à savoir par exemple des stabilisateurs. Supposons que votre matériau il serait utilisé et serait exposé à des conditions au soleil par exemple, et du coup j'aurais besoin d'une protection contre les UV. Et je dois plutôt modifier mon matériau de telle façon à augmenter cette résistance. Supposons aussi que votre matériau serait soumis à à des oxydants, une base ou un acide. J'ai intérêt à mettre un stabilisant de telle façon à améliorer les propriétés de mon matériau. On peut bien aussi ajouter tout ce qui est colorant et tu pourras améliorer tout ce qui est esthétique du matériau, du lubrifiant pour améliorer tout ce qui est procédé de fabrication. Et aussi, on peut bien voir aussi tout ce qui est retardant de flamme, etc. Alors, commençons par le moulage par compression, un procédé adapté à la fois au thermoplastique et au thermodurcissable. Ici, le polymère et les additifs sont placés dans la cavité du moule, c'est ce que vous avez ici. Puis on applique une pression pour forcer le matériau à prendre la forme du moule sous l'effet de la chaleur. Il est essentiel de bien contrôler la température du moule et du matériau, car une température trop basse risque d'empêcher une bonne fluidité du polymère, tandis qu'une température trop élevée pourrait dégrader certains additifs ou affecter la structure du polymère. La pression appliquée, quant à elle, doit être suffisante pour garantir un remplissage complet sans créer de défaut. Enfin, le temps de cycle est un autre paramètre clé. Pour les thermodurcissables, il faudra prendre en compte le temps nécessaire à la polymérisation. Et en ce temps, on peut bien dire que c'est un procédé qui est flexible, il permet d'obtenir des pièces solides et précises. Ensuite, on a tout ce qui est moulage par injection, qui est l'un des procédés les plus courants pour les thermoplastiques et certains thermodurcissables. Ici, vous avez des granulés de polymère, ils sont alimentés dans un cylindre où ils sont chauffés jusqu'à devenir visqueux. Et cette fusion du matériau, une étape cruciale car il faut s'assurer que le polymère atteigne la température idéale pour un bon écoulement dans la cavité du moule. Le polymère fondu est ensuite injecté euh, sous pression dans le moule, ce qui exige en fait un contrôle précis de la pression d'injection et aussi de la vitesse d'injection pour garantir une distribution uniforme du matériau et surtout éviter toute déformation. Une fois dans le moule, il faut maintenir la pression jusqu'à ce que le produit se solidifie, ce qui peut prendre un certain temps en fonction de la complexité de la pièce. À noter que, comme tout autre matériau, la vitesse de refroidissement est aussi un facteur important ici, car il influence surtout la solidité, tout ce qui est structure, la cristallinité et surtout la qualité de la finition de votre matériau, ou plutôt de votre pièce. Et le troisième processus, c'est bien de l'extrusion, qui est aussi un procédé qui est très utilisé comme surtout pour les thermoplastiques. Et ce procédé, il repose sur la fusion du polymère grâce à une vis mécanique, c'est ce que vous avez à son niveau, qui pousse le matériau à travers une chambre de fusion. Une fois fondu, le polymère est forcé à travers une filière pour prendre en fait la forme désirée. Ici, la vitesse de vis et la température de la chambre de fusion jouent un rôle clé pour garantir une bonne homogénéité du matériau. Et une fois le matériau est extrudé, le polymère est refroidi rapidement grâce à des souffleurs au débit d'eau, permettant ainsi la solidification de la forme. Et surtout, ce produit il est idéal pour créer des produits lents avec des géométries transversales constantes, comme par exemple des tuyaux ou surtout des profilés. Le procédé suivant, c'est bien le moulage par soufflage qui est utilisé pour les produits creux. Et il fonctionne un peu différemment. Il commence par la déformation d'une parison en plastique qui est ensuite placée dans un moule.
Une fois dans le moule, on y souffle de l'air ou de la vapeur sous pression, ce qui force les parois du tube à y pousser les contours du moule. La température de la paraison et la pressurisation doivent être soigneusement contrôlées pour assurer que la paroi du produit soufflé soit uniforme et ils sont diffus. Notre paramètre, c'est le temps de refroidissement qui joue aussi un rôle important car il doit être rapide pour garantir que la pièce garde sa forme sans se déformer. Et ce produit, il est surtout parfait pour la production surtout de bouteilles ou de réservoirs par exemple. Un dernier procédé, c'est le collage. Et dans ce procédé, c'est un procédé qui est relativement simple, mais très efficace, qu'on utilise bien pour les thermoplastiques que pour les thermodurcissables. Dans ce procédé, le matériau fondu est versé dans un moule et laisse le temps de solidification, soit par refroidissement pour les thermoplastiques, soit par durcissement chimique pour les thermodurcissables. À noter que la température du matériau est encore une fois un paramètre clé, car elle doit être juste suffisante pour que le polymère s'écoule bien dans le moule, sans causer de dégradation. En fonction du type de polymère, le temps de durcissement peut varier, mais dans tous les cas, il est vraiment essentiel de s'assurer que la pièce a bien pris la forme avant de la retirer du moule. Pour conclure cette présentation, nous nous tournerons prochainement vers l'un des domaines les plus prometteurs dans l'industrie des matériaux, si bien les matériaux composites. Ces matériaux, grâce à leur combinaison unique de propriétés, sont sur le point de révolutionner de nombreux secteurs, notamment de l'aéronautique, l'automobile et même les technologies de l'énergie. On parle de leur légèreté, de leur résistance, de leur résiliation et en font des candidats idiots pour remplacer des matériaux plus lourds et moins performants. Ce sont ces propriétés qui permettront aux composites de jouer un rôle clé dans le développement et surtout le développement de technologies plus durables et plus performantes, notamment dans des applications où la performance mécanique et l'efficacité énergétique sont cruciales.